Brousseau, c'est la PME qui cultive le savoir-faire. Vraiment, c'est l'amour du produit et c'est l'humain surtout en fait. Bon alors, tu veux qu'on aille se balader dans l'usine? Bonjour, ça va très bien? Moi, j'ai commencé au remaillage. Donc le remaillage, c'est les machines qui sont devant. Je travaillais là, donc je suis restée là pendant 1 an et demi. Et après, je suis allée au métier, au tricotage. J'ai la chance d'être la 3e génération d'une petite usine de chaussettes au milieu des vaches, comme je le dis toujours. Fin 1937, début 1938. Mon grand-père était représentant de commerce en fait. Il voyageait, il visitait les épiceries. Et ma grand-mère, c'était la fille de l'épicier du village. Ils ont créé l'usine là, après ils ont vécu derrière, ils avaient la maison. Le grand-père, c'est même les enfants qui ne l'ont pas connu, en parlent souvent. L'usine est là, ouais. Nos entrepôts sont là-bas et au milieu il y a un stade de foot. Mon grand-père était passionné de foot et il avait plus la passion de voir les gars courir sur le terrain que de remonter les bobines de fil à l'usine. Brousseau, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise au milieu d'un village et pour moi, qui appartient un petit peu à tout le monde dans l'histoire du village. Mon grand-père m'a toujours dit de fabriquer des chaussettes. J'ai pas bossé à l'école. Donc du coup, il avait pas vu venir la mondialisation, il n'avait pas vu venir la grande distribution, il n'avait pas vu venir tout un tas de changements qui ont fait que mes parents ont traversé des grandes périodes de difficultés. Ils ont eu 10 années vraiment bien et puis 10 années de galère. Et sincèrement, c'est pas leur faute, c'est un truc qui tombe à un moment donné. Donc ça, c'est compliqué, quoi. Oui, à la base, c'est un fils d'eux parce qu'il vient d'une famille qui, à la base, clairement était très riche. Emmerich, il avait un chauffeur qui l'emmenait à l'école, il avait une cuisinière qui lui préparait les repas. Issu d'une famille très riche qui a tout perdu. Arriver de la grande distribution, c'est les volumes, des gros volumes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait embaucher plein de personnel, embaucher plein de machines. Mais le problème, c'est le jour où la grande distribution dit on s'en va. Où mes parents se retrouvent devant le fait qu'il faut trouver à remplacer un gros. Mais trouver à remplacer un gros, c'est compliqué. Et en 2005, mon père et ma mère étaient quasiment tous les deux à la retraite, vraiment épuisés de toutes ces années, et voilà. Et mon père, en fait, avait plus la volonté que ça continue. Il me l'a dit même une fois, il m'a dit « j'aimerais que ça brûle ». Et nous, à ce moment-là, avec Alex, ma femme, on s'est regardé et on s'est dit pourquoi pas continuer l'aventure, même si on ne reprend pas grand-chose. Et en fait, on est reparti de zéro ensemble. Donc ça a été quelque part plus facile, je crois, pour nous. On était plus que 7 au tout début. Ouais, mais on a cravaché, quoi. Je veux dire, on avait la niaque, quoi. Alexandre et Emmerich, ils ont travaillé dans l'usine, ils ont fait un peu tous les postes. Donc ils savent ce que nous, nos problématiques. Ils sont aussi parents, donc ils savent aussi les problématiques parentales de chacun. J'ai la chance d'avoir trouvé des clients, entre guillemets, alternatifs. C'est-à-dire des six français, des archiduchesses, et ça c'est grâce au web. Le web ne serait pas arrivé en 2007, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'en fait avant il y avait une sorte de courant unique de pensée. On a 60 familles derrière nous. Donc ça sur le quotidien c'est hyper difficile parce que en fait tu as l'impression d'avoir cette responsabilité qui est super lourde. Mais c'est juste une immense fierté d'avoir 60 familles et donc je crois qu'on peut parler d'une richesse. Moi, ce que je dis toujours aux gens, aux salariés, c'est vous êtes ici la plupart de votre vie. Donc oui, mon idée, c'est toujours qu'ils soient dans le mode le plus confortable possible. On est géré par des êtres humains et quand on a des problèmes d'êtres humains, on peut leur poser la question directement. Une PME, ça inclut d'être polyvalent. Ça fait 15 ans qu'on a repris avec Emmerich. Je trouve que ça ne roule jamais. Et en 15 ans, ça n'est jamais arrivé. Je crois bien que ça n'arrivera jamais. Moi, je suis capable de poser une semaine de vacances et de partir, hein. C'est pas un problème. Demande à Alexandra Brousseau si elle est prête à poser une semaine de vacances là et partir. Tu verras la réponse. Ça, c'est une panne. On cultive l'amour du produit, l'amour du savoir-faire, du Made in France. L'art de la chaussette, c'est au pixel. Une maille égale un pixel. Donc en fait, on dessine tout avec des petits carrés. On travaille comme un peu au cinéma, c'est un fond vert. C'est aujourd'hui nos dessinateurs qui, eux, font toute la transformation en langage machine. Et ça, c'est super important. C'est un peu des deux, c'est un peu ma patte et en même temps un peu le dessin du styliste, quoi. Et c'est souvent quelque chose que les gens qui viennent, ou les stylistes qui viennent ici, ils trouvent fabuleux. Parce que quand ils viennent ici,
Je le dis toujours, après on n'a plus de gros problèmes avec eux. C'est-à-dire que tout ce qui est problème de prix, de délai, de machin, tout ça c'est différent. On se bat pour que vraiment ils soient contents. Ce qu'elle faisait elle, moi quand j'étais petit, je le faisais à la main, en fait sur une pièce ronde avec des trous perforés. Donc pour faire ton dessin, il fallait boucher les trous en fait. Je pense que je leur faisais plus de conneries qu'autre chose, mais... J'ai encore moi ici les machines qu'a acheté mon père. Au début, moi j'étais très content de changer pour toutes les modernes et compagnie, parce que j'aime bien les nouvelles machines. Mais en fait, au fur et à mesure que je vois toutes celles-là s'en vont, c'est un peu, c'est toute mon enfance quoi qui s'en va. En fait, tout le monde nous dit, mais comment vous faites? C'est incroyable, c'est dingue, je sais pas quoi. Mais parce que nous, on s'engueule pas. Jamais. Enfin, tu pourrais le demander à nos enfants, on peut ne pas être d'accord, mais par contre, on discute tout le temps. Nous, on se nourrit des projets, en fait. C'est vrai. Parce qu'on a toujours plein de choses en tête à faire en même temps. On fait step by step, on a toujours fait par priorité. Donc là, je pense que c'est la dernière extension, en tout cas, sur ce bâtiment-là. Donc ça va permettre de regagner des bureaux, des nouveaux bureaux plus agréables et surtout une grosse partie de stockage automatisé. Aymeric voulait quelque chose de beaucoup plus important. À tous les deux, on arrive à temporiser le truc et à limiter, mais ouais, moi, ça me fait très peur. En 2003, mes beaux-parents avaient fait une année exceptionnelle. Et on n'aurait jamais cru qu'en 2006, tout se casserait la figure. Du coup, oui, aujourd'hui, tout va bien. On est en fort développement, on suit, mais on suit de manière intelligente, progressive, réfléchie, sensée, voilà. Bonjour. Bonjour. Aymeric, en fait, on était dans le même lycée. On était au lycée ensemble. Un jour, je travaillais dans l'usine et puis je le vois qui traverse l'atelier au fond et tout. Je dis tiens, c'est bizarre, lui, il est là. Et puis du coup, avec une autre fille qui était en prod, je lui dis lui, c'est bizarre, j'étais au lycée avec lui. Et elle me dit c'est le fils Brousseau, c'est le fils du patron. Moi, quand j'ai rencontré, au début qu'on était ensemble avec Aymeric, dans l'atelier, j'ai tout de suite eu des réflexions. On m'a dit, on m'a lancé un jour en criant à travers l'atelier. De toute manière, Alexandra, tu t'es trompée de lit, il fallait prendre celui du père. Ça, je l'aurai toute ma vie, ça. Donc non, j'ai été tout de suite critiquée. Je crois que les gens pensent beaucoup que moi, je suis un petit peu la pièce rapportée et que voilà, ça, je peux pas l'éviter. Ça me blesse certaines fois. Mais c'est comme ça, je sais que je suis obligée de faire avec, quoi. Mais là où on est aujourd'hui, mes parents pensent que c'est grâce à Aymeric, pas grâce à moi. Tu vois ? Voilà, là, on a plus de 800 couleurs. On a 800 couleurs, mais jamais la bonne. Aujourd'hui, c'est le client qui impose une matière première et une façon de tricoter ou de travailler. Ça, c'est différent. La chaussette, c'est mon produit final, mais à la base, il y a quand même ces bobines de fil. On disait qu'on allait avoir des problèmes d'approvisionnement de matière. Tout le monde nous disait non, mais le coton, les prix vont augmenter, mais on n'aura pas de problème pour s'approvisionner. Bon, là, ça y est, on commence à avoir le problème. On a l'impression d'être un peu après la guerre, là. En fait, tout le monde, il y a une demande qui est monstrueuse et il n'y a pas de produit. Et en plus, les prix explosent. C'est quand même de l'agriculture au départ, nos chaussettes, le coton, ce qu'on a sur nos bobines. C'est des agriculteurs qui cultivent une plante et qui après est récoltée et on en fait de la fibre. Avec cette surconsommation, on a une culture intensive du coton et ce qui fait qu'on a nos qualités de coton qui se dégradent d'année en année. Et je me dis depuis quelque temps comment on peut imaginer quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on commence à recycler nos déchets et qu'on pousse à mort nos clients vers ce produit-là, parce que c'est un peu comme si on devenait producteur de notre matière première. On fabrique un fil qui est recyclé,
Des usines en Chine vont recycler un fil à partir de bouteilles qui ont elles-mêmes été produites exprès pour pouvoir être recyclées derrière. Donc c'est vraiment on va dire qu'il faut faire la part des choses entre un produit qui est recyclé mais qui est vraiment recyclé à partir de produits qui ont vécu plutôt qu'une fabrication volontaire. Les enfants, tu leur donnes un produit recyclé, c'est plus riche, mais tu leur dis c'est recyclé, ça a été refait avec 50% de fibres recyclées, ils te disent c'est génial. Ok, mais c'est un peu riche. On s'en fout ça va, c'est bon. Hein. Je pense que d'une manière ou d'une autre, pour notre planète, il va falloir qu'à un moment donné, on fasse attention à ce qu'on produit et qu'on produise certainement moins de meilleure qualité. C'est une autre approche, mais on n'a pas le choix. Made in France, c'est ça le plus important. Non, le Made in France, c'est pas cher à condition de bien comprendre ce que c'est. Aujourd'hui, une chaussette fabriquée ici, bien entretenue, si on respecte un minimum les conditions d'entretien, on la garde sans problème 3-4 ans. On contrôle chaussette par chaussette. Ça, c'est un défaut. Bah oui, regarde. Ça passe pas, ça. Ça, dans les chaussettes qui viennent de l'autre bout du monde, ils peuvent pas, sur les prix qui doivent sortir, ils peuvent pas payer des gens à faire ça, c'est pas possible. Nous, on travaille déjà pour des tribus. Parce qu'on travaille pour des gens qui ont envie d'acheter du Made in France, donc c'est qu'une petite partie de la population. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, si un Français aujourd'hui achetait une paire de chaussettes, c'est 60 millions de paires à l'année. Ok ? Donc 60 millions. Moi, 60 millions, j'en fais 1,5 million. Je crois que le plus gros fait 10 millions ou 14 millions de paires de chaussettes. C'est-à-dire qu'en gros, dépenser une fois entre 10 et 15 euros par an. C'est pas non plus un truc délirant. Hein, si on réfléchit bien. Il y a de plus en plus d'entreprises qui font du outlet Made in France et je trouve ça très bien parce que ça le rend accessible. Les gens appelaient à l'époque pour savoir si Brousseau avait sa propre marque parce qu'ils voulaient consommer purement local. Et donc j'ai vu tout le développement de Maison Brousseau, la création des motifs qui est très Alexandra, donc ça représente tout à fait l'usine. Pendant très longtemps, on n'a pas voulu lancer Maison Brousseau. J'ai été frileuse pendant très longtemps justement par rapport à nos clients, où j'ai eu très peur pendant longtemps qu'ils ne le prennent pas bien, donc il a fallu le mûrir, le réfléchir. Pour nous, on ne s'estime pas du tout concurrents. Mes grands-parents ou mes parents ont fabriqué pour les autres toute leur vie. Ce qui serait bien, c'est de laisser quelque chose plus tard. C'est le côté donner un sens, en fait, le sens final à la fabrication, en fait. Voilà. Et puis c'est un peu une concrétisation, quoi. On ouvre la première boutique, les gens sont contents d'aller acheter du Maison Brousseau, quoi. C'est la boutique des femmes, d'abord. C'est-à-dire, c'est Valérie Mouly et Alexandra Brousseau, c'est leur boutique. Nous, les garçons, on a fait les travaux. Voilà. On a appelé ça l'atelier des Limousins. On n'a pas mis 6 mois à trouver le nom. Je pense que l'idée, oui, c'est ça. C'est clairement, c'est Made in Limousin, quoi. Alors, la chaussette Brousseau, on a une tendance à tricoter un peu desserré. Si tu dois galérer à mettre tes chaussettes, c'est déjà la journée, tu vois, tu as déjà un point négatif. Donc moi, je veux toujours que les chaussettes, elles s'enfilent, mais genre presque avec un doigt, enfin avec 2 doigts, tu vois, tu tires dessus. Nous, on écrit qu'un petit bout de l'histoire, mais il y a tous ceux qui ont écrit tout le reste avant. Je ne sais pas ce que feront par exemple mes enfants. Je ne les pousse pas à reprendre la boîte. C'est quand même très dur aujourd'hui d'avoir une entreprise, il faut être clair. Ma fille en premier, ma fille, elle me dit qu'elle ne veut pas avoir la vie que j'ai. Si ça se trouve, ça ne sera pas nos enfants, mais nos petits-enfants qui reprendront derrière. On ne sait pas. Donc voilà. Mon père est mort 1 an après la liquidation de la boîte. Je pense que c'est un ensemble, hein. Le stress, le machin, voilà. C'est souvent quand un tribunal de commerce liquide une boîte, c'est un truc qui me rend fou. C'est que tu vois, on prend une feuille et on prend une feuille, fini. Comment ça, fini? Bah, du jour au lendemain, fini. Moi, j'étais assez proche du papa d'Amérique. Il avait un papa qui était particulier, Amérique, parce qu'il a un papa qui était très renfermé, qui parlait peu, qui ne supportait pas le monde, qui vivait dans le noir. Donc forcément, ça a été assez difficile. Il n'y avait pas de démonstration d'affection, jamais à qui que ce soit, voilà, et pas à son fils. Quand le téléphone a sonné, et c'est Amérique qui s'est retrouvé seul face à son père au sol, qui a essayé de le réanimer, qui n'a pas réussi, quoi. Moi, mon père, il est mort
Le jour de Noël, le 24. Et 24 au soir, avant de se mettre à table. Voilà, et voilà, fini. C'est en 10 minutes, un quart d'heure, quoi, tu vois. J'aurais préféré qu'il soit là pour voir ce qu'on a fait aujourd'hui et lui dire, bon, bah, tu vois, on a réussi. Je pense que pour lui, c'est pas qu'on n'était pas capable de le faire, c'est que le contexte économique et tout ce qui allait avec ne pouvait pas permettre de le faire. En fait, ma femme qui par exemple est très stressée pour ses clients, pour son business, pour tout, moi c'est pas mon cas. Je suis pas stressé, quoi. Moi, un mec qui va m'appeler en me hurlant dessus, mais pourquoi tu me hurles dessus? Tu crois qu'il va se passer quoi? T'as quoi? T'as un cancer? T'es handicapé? T'as un problème sérieux dans ta vie? Enfin, parce que c'est pas parce qu'on t'a pas livré quelques chaussettes ou que t'as pas le bon prix ou que t'as pas ça que tu vas pas dormir ce soir. À demain. On ne doit pas tout à quelqu'un. On le doit avec les gens avec qui on bosse, nos salariés, avec nos associés qui nous font confiance depuis longtemps et avec qui on bosse en totale harmonie, mais on le doit aussi grâce à nous, voilà. Mais je ne le dois pas à un argent familial ou tu vois, un héritage ou je ne sais pas quoi. Parce que en effet, tu peux être le fils d'eux toute ta vie.